Culture Soccer. Bonjour à tous, ici Daniel Cameron pour un autre épisode de Culture Soccer à l'érable. Et aujourd'hui, vous avez encore la chance de m'entendre animer à l'absence de mes confrères Hedy Raphaël et Alex Huppert, que je salue. Et pour l'occasion, j'ai un autre invité très spécial qui nous arrive en direct de la capitale nationale. Et j'ai nommé Mr. Mathieu Boutin. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, Daniel, toi? Ça va bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast, surtout que depuis, il s'en est passé des affaires dans ta Oh ville. oui, effectivement. Ça n'a pas arrêté. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que Atletico Ottawa n'avait même pas encore été annoncé. Non, le Fury venait de disparaître. J'avais créé le mouvement Ottawa to CPL, puis on en était là. Atletico n'a pas encore été annoncé, puis mettons que les choses ont beaucoup changé depuis. Ouais, ben, je soupçonne même que l'Atlético Madrid a fait l'appel le lendemain du podcast pour déclarer son intérêt. C'est certain, ils m'ont écouté. Fernando Lopez est un de mes contacts LinkedIn, donc il m'a contacté. Non. Ah non, ben, des fois, les journalistes aiment bien tourner un peu, romancer un peu les histoires, là. Oui. Mais en tout cas, je suis sûr que ça n'a pas nuit puis que tu es très content depuis que vous avez à nouveau un club professionnel à la capitale et que le Steady Place a pu vibrer à nouveau. Oui. Entre-temps, ben, je vais te demander, comment dire, je sais que tu as écrit un article la semaine passée à la Presse Plus par rapport à la victoire canadienne aux Jeux olympiques et tu as apporté une nuance intéressante. Malgré le moment de joie actuel, il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, on peut pas se projeter vers l'avenir du soccer canadien féminin sans penser au soccer professionnel féminin au Canada. Donc, tu as fait une petite rétrospective en parlant du fait que les joueuses s'exportent habituellement à un âge assez jeune vers le réseau universitaire américain. Après ça, elles vont jouer en Oui. NWSL et en Europe, comme tu avais mentionné d'ailleurs, surtout en France et en Angleterre ces dernières années. Je sais qu'il y en a eu Oui. quelques-unes dans les pays scandinaves aussi, là, puis en Oui, il y a Australie. eu, voyons, Stéphanie Labbé était en Suède jusqu'à ce qu'elle soit signée par le PSG cette semaine, je crois. Donc, aux dernières nouvelles. Il y a eu aussi Amandine Pierre-Louis qui est à Slavia Prague, en République tchèque, et entre Oui. autres, une des Québécoises. Si je ne me trompe pas, elle n'a pas été appelée souvent. Je crois qu'elle n'a pas encore eu une minute en équipe première, là, avec l'équipe nationale. Euh, Euh, je, je sais Chloé Lacasse, qui est ça, Chloé Lacasse, je pense. Puis je ne veux pas me tromper de nom, mais qui est au Portugal. Oui, Euh, c'était appelé ouais. au dernier temps, elle, par contre. Oui. Puis Vanessa Gilles a commencé pro à Chypre avant d'aller à Bordeaux. Puis je sais qu'il y a une Québécoise aussi qui est dans la Ligue israélienne. Donc, tu sais, les joueurs se Oui. promènent un peu partout. Mais justement, tu en parlais dans ton article qu'il commence à avoir de plus en plus de ligues féminines à travers le monde. Donc, le Canada ne pourra pas longtemps tenir sa concurrence sans sport professionnel, du moins. Par rapport à ça, toi, est-ce que tu es T'es dans la team NWSL ou Ligue féminine canadienne? Moi, Daniel, je suis fortement du côté d'une ligue canadienne. Puis pour deux raisons. La première, c'est peut-être l'influence de la sanction du Fury. De mon côté, à un moment donné, si on crée une équipe en NWSL, est-ce que puis après ça, on crée une Ligue canadienne, est-ce on va avoir des problèmes de sanctions dans le futur? Est-ce qu'on crée une dualité MLS qui est similaire à la MLS puis à la CPL qui pourrait pas qui pourrait être un peu différente dans le futur? Puis vraiment, la deuxième raison, je pense que du côté où j'aime moins le côté NWSL, tu sais, ça serait la meilleure première étape. Il faut pas se mentir. C'est mieux que rien. Mais est-ce qu'une équipe, la NWSL, une, deux, peut-être trois à la limite,
va vraiment donner des opportunités aux joueuses canadiennes de jouer au pays. Parce que des joueurs, on prend juste l'exemple de la MLS. Oui, il y a des joueurs canadiens qui jouent, puis oui, il n'y a aucun doute que la MLS a aidé à l'explosion, si on veut, ou au meilleur rendement de l'équipe nationale masculine. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison ou c'est vraiment le système qui était attaché non seulement aux équipes de la MLS, mais à travers le Canada qui a vraiment aidé à ça? Je pense que qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est vraiment un système pour le soccer pro canadien qui inclut plus d'académies, plus d'opportunités. Je pense que c'est au-delà d'une équipe, c'est vraiment la création d'opportunités à long terme pour les joueuses. On en a parlé un peu par texte avant, puis moi, ma fille joue pour puis elle joue pour une équipe qui est affiliée à un club de la MLS. Puis un club ici à Ottawa qui est affilié à un club de MLS. Fait que tous les gens d'Ottawa vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Le club est situé à Toronto, le club de MLS. Puis ce club-là vient faire des détections pour les jeunes garçons, pour éventuellement qui joignent l'académie masculine. Qu'est-ce qui est totalement dans le plan d'un club affilié? Le Toronto FC aime mieux laisser les jeunes garçons en jeune âge dans leur famille avant, puis à 16 ans, 17 ans, peut-être les faire venir à l'académie à Toronto. Mais les jeunes filles regardent ça puis ils disent OK, moi j'ai quoi là-dedans? Là? Puis j'ai aucun problème avec l'affiliation qu'on a. C'est super, c'est parfait, mais c'est un système qu'il faut créer. C'est vraiment une pyramide qu'il faut créer pour nos jeunes filles également, pour qu'on puisse continuer à se créer un bassin qui est potable pour notre équipe canadienne. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, à une époque, le Fury avait une académie à Ottawa définie. Oui, le Fury avait une académie masculine, puis il y a eu une équipe féminine pendant plusieurs années qui jouait en le nom de W League. W-League, oui, puis il y a pas mal de joueuses canadiennes sur l'équipe nationale présentement qui ont passé par l'équipe avec le Fury féminin. Kaleisha Buchanan a joué une saison. Je pense que Diana Madison a aussi passé. Donc, il y a beaucoup de joueuses qui sont venues. Donc, ça montre que je pense que les joueuses sont intéressées à jouer ici aussi. Il y a quelque chose que j'ai dit la semaine passée, puis là, je me suis rappelé un détail important. Détail, c'est pas vraiment un détail. Quand j'avais dit parce que tu sais, les joueuses canadiennes ne comptent pas comme étrangères en NWSL. Donc, j'avais dit qu'elles jouent en NWSL au Canada, aux États-Unis, je ne vois pas la différence parce que de toute façon, elles ne sont pas étrangères. Là, je me suis rappelé quelque chose. C'est que je pense qu'il y a une dizaine de joueuses qui sont payées, que leur salaire est payé par Soccer Canada ou la CSA, là. Donc, c'est vrai que là, quand on prend ça en perspective, tu te dis, ben, tant qu'elle est payée, on préfère les payer qu'elle reste au Canada, puis qu'elles jouent ensemble, puis qu'il y a une chimie. Le problème, c'est que c'est pas ça le mandat d'une sélection nationale, c'est pas de former des clubs. Non. Est-ce qu'une fédération peut former des clubs, peut financer des clubs ou les aider par des moyens en offrant des stades ou en offrant je sais pas, de la formation pour les entraîneurs, des installations? Oui. Mais à un moment donné, si les Canadiennes plusieurs Canadiennes leur salaire est payé par l'Association canadienne, c'est que peut-être qu'elles ne joueraient pas à un WSL sans ça, puis ça, c'est un autre problème. Puis je ne me trompe pas, Daniel, puis tu peux me corriger, je peux me tromper, mais c'est seulement les joueuses allouées qui sont payées par Canada Soccer qui ne sont pas considérées comme étrangères en NWSL, je ne me trompe pas. Ça se pourrait, ça serait logique. En écrivant l'article, j'ai essayé de trouver la règle NWSL, puis si je ne me trompe pas, c'est ça. Fait qu'il y a des petites provisions qui sont un petit peu plus qui sont les petits caractères dans les règles là, qui sont un peu différentes. Ben, je te remercie pour la précision parce que justement, là, c'est un argument de plus en faveur d'une éventuelle Ligue canadienne. Puis de toute façon, je sais, les gens capotent tout le temps qu'on parle de Ligue canadienne parce qu'ils pensent que tous les Canadiens vont devoir jouer là-dedans, ou que tous les Canadiens ou Canadiennes qui jouent en équipe nationale, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que des joueurs et des joueuses
puissent jouer à la maison, se développer surtout, puis qu'on ait un bassin, qu'on ait automatiquement 150 joueuses qui vont jouer au Canada. Puis en plus, du côté, je le sais que je le répète souvent, mais du côté féminin, il y a encore plus de potentiel que du côté masculin parce qu'il n'y a pas beaucoup de ligues dans le monde. Fait on aura une longueur d'avance. Parce que de toute façon, le soccer féminin est voué à se développer mondialement. Il vaut mieux sauter dans le bateau tout de suite, puis qu'on aura une longueur d'avance, puis que même un jour, peut-être les joueuses de partout dans le monde vont venir jouer au Canada. Oui, mais je pense que tu as tout à fait raison. Puis quand je parle d'opportunité, c'est ça, parce qu'à long terme, ça va venir nous rattraper. S'il y a une limite de 3 en France, 3 étrangères en France par équipe, puis la réalité est que les Canadiens ne seront jamais, à moins qu'ils soient vraiment qu'ils dépassent les autres à un autre niveau, les Canadiens vont toujours être défavorisés face à une Française qui est sur l'équipe nationale, leur équipe nationale. Puis, le problème, c'est vraiment la création d'un bassin, etc., etc. On regarde une joueuse comme Vanessa Gilles, qui, elle, je pense, n'est pas considérée nécessairement comme une étrangère avec Bordeaux, vu qu'elle a la citoyenneté française. Mais évidemment, pour nous, à Ottawa, c'est une de nos stars. On l'aime beaucoup. Elle a été formée à Ottawa. Même, je sais, c'est né à Châteauguay, puis que le Québec essaie de se l'approprier. Nous, à Ottawa, on se l'est vraiment approprié. Mais Vanessa Gilles était presque inconnue avant qu'elle arrive à Bordeaux. Sa sélection est venue sur le tard avec l'équipe nationale quand même. Puis c'est parce qu'elle s'est prouvée en Europe qu'elle est arrivée. Fait que c'est en se prouvant dans les équipes, c'est en se prouvant dans des ligues que les joueuses vont probablement bouger d'équipe à équipe. Il va toujours rester des ligues plus fortes. Puis je pense que l'Europe va toujours avoir une longueur d'avance juste à cause du système qui est associé aux grandes équipes masculines beaucoup. Nos meilleures joueuses vont toujours s'exporter en Europe, mais pour créer plus de joueuses, plus de Vanessa Gilles, plus d'Evelyne Vien, à la limite, qui a vraiment explosé après ses années universitaires, qui n'avait pas eu de sélection en équipe juvénile nationale, U17 ou U20. Donc, il faut créer ce bassin-là pour être capable de maintenir notre niveau de compétitivité au niveau international, selon moi. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'une Evelyne Vien, s'il y avait une ligue canadienne, elle aurait pu se montrer. Puis, tu sais, on la connaissait à cause des performances en PLSQ, mais au niveau national, on ne sait pas trop pourquoi elle n'avait jamais été contactée, que ce soit dans les sélections de jeunes ou en équipe senior, jusqu'à ce qu'elle signe en NWSL. Ben, justement, s'il y avait une ligue canadienne puis qu'elle éclaterait la ligue, ben, je pense que tout le monde, puis que cette ligue-là serait diffusée sur One Soccer ou à CBC ou peu importe quelle chaîne au Canada, ben, je pense qu'à un moment donné, tout le monde va entendre parler d'elle, puis elle aurait été appelée peut-être 2, 3 ans plus tôt. Là. Donc, ça va de soi que une exposition dans une ligue canadienne, ça peut pas faire de mal. Puis, encore une fois, si des bonnes joueuses, ben, vont partir en Europe ou en NWSL, puis elles vont arriver par la grande porte aussi. Elles vont pas nécessairement arriver avec discrétion, puis c'est qui, comme tu as dit, s'il y a 3 places d'étrangères en France, ben, il y a des fortes chances qu'elle soit pas toujours favorisée. Alors que si une joueuse arrive en tant que star d'une ligue canadienne, ben, elle a peut-être plus de chances d'avoir un statut important dans un club européen ou en NWSL. C'est pour ça qu'éventuellement, on n'a pas à craindre pour où vont jouer les joueuses. Les joueuses, elles vont jouer tout le temps dans le meilleur niveau possible où quelqu'un est prêt à les faire jouer. Puis c'est aussi simple que ça. Là. Ben, j'espère qu'on va se poser les bonnes questions parce que ça va vite, hein? Ça va très vite. Puis, tu sais, on regarde le Canada, évidemment, avant la médaille d'or, était classé 8e au monde. On a déjà été 4e, 5e on était 5e, je crois bien, avant la Coupe du Monde. On a diminué vers 8e. Puis, à un moment donné, les ligues françaises, les ligues britanniques, la Ligue espagnole, en Scandinavie, l'Italie, je pense qu'on n'est pas encore là, mais en Allemagne, ces ligues-là vont dépasser, vont créer un bassin puis vont fournir
vont fournir leur équipe nationale avant tout. Ça vient avec juste cette réalité-là. Je regardais le site de l'Atlético de Madrid, juste à cause d'une certaine affiliation qu'on a avec un club local ici à Ottawa. Puis on regarde ça. Leur système d'académie, ils ont leurs deux premières équipes. Donc, la première équipe masculine, évidemment. La première équipe féminine, qui n'était pas tirée des verts, sauf avec une mauvaise performance l'an dernier. Mais ils ont un système d'académie des deux sexes qui va jusqu'à, je me rappelle bien, U8 ou U9. Puis, ils vont maintenant développer les meilleures joueuses juvéniles espagnoles. Puis ces jeunes-là vont progresser dans le système de l'Atlético de Madrid, comme les joueurs masculins l'ont fait pendant plusieurs années. Donc, ça crée un bassin de joueuses. Évidemment, au Canada, on n'a pas ce système très régimenté d'académie à même les clubs professionnels encore. Puis peut-être qu'on ne sera jamais là, même si moi et toi, on voudrait rêver puis atteindre ce niveau-là. Mais si on crée un système qui est capable de propulser nos filles, nos femmes vers des meilleures équipes, des plus grandes équipes en Europe, puis évidemment créer un plus grand bassin vers une équipe nationale. On va voir des joueurs arriver qui arrivent de nulle part, puis se joignent à l'équipe nationale, puis font des performances, deviennent soit des réservistes, ou deviennent même des membres du 11 partant. Donc, je pense que c'est très important. Comment arriver là, puis j'en parlais dans l'article, ce ne sera pas facile. Le sport féminin, en Amérique du Nord, je pense, a un retard un peu sur le soccer en Europe. Le soccer en Europe a démontré qu'il était capable d'aller chercher des partisans de plus en plus. Ici, je pense que c'est encore difficile. On a vu l'expérience au hockey avec la Ligue canadienne. Mais il faut une collaboration entre les clubs professionnels qui existent, que ce soit les clubs de la MLS ou les clubs de la CPL, de la PLC. Il faut l'implication de Canada Soccer. Canada Soccer doit faire preuve de leadership dans tout ça. Puis je pense que le président de Canada Soccer, M. Bontis, a parlé là-dessus. Puis il faut évidemment attirer des investisseurs. Mais je crois qu'on a l'occasion en or, pour pouvoir le dire comme ça, d'aller chercher cette réalité-là, cet attrait-là présentement pour le soccer féminin au Canada. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Soccer Canada ou la CSC, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, avait parlé de NWSL. Ça semblait être plutôt ça leur plan pour le soccer féminin, alors que je sais que du côté de la CPL, il y a la CanPL ou la PLC, là. On semble travailler pour avoir un pendant féminin, puis peut-être impliquer les clubs et tout. Donc, je sais pas, à un moment donné, ce serait bien qu'il y ait des gens s'entendent et décident c'est quoi le plan. Si le plan, c'est d'avoir des clubs de NWSL, ben dans ce cas-là, fine, OK, on va dire, si on prend cette direction-là, ben, il va falloir commencer à travailler dès maintenant sur les ligues régionales. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles le rapport Easton sur sur la Ligue canadienne masculine qui était sorti en 2011. Le rapport disait de ne pas faire de ligue professionnelle au Canada. Puis on n'a pas écouté le rapport. En fait, le rapport disait, dans le contexte canadien, comme les plus grandes villes jouent en MLS, ben, c'était mieux de suivre le modèle du hockey et de faire des ligues provinciales, des ligues régionales. C'est là qu'il y a eu le lancement de la PLSQ puis de la Ligue One Ontario, puis que depuis, on essaie d'en faire en Britannique, puis ça a l'air de marcher. Puis qu'on a rapatrié tous les clubs qui étaient dans la PDL et tout, mais on n'a pas vraiment écouté le rapport. Puis là, même chose du côté féminin. Il faut qu'on choisisse une direction puis qu'on la suive. Si on se dit... Pardon, vas-y. Non, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il faut créer, toutefois, si on choisit une voie, il faut qu'on crée le système, qu'on crée le bassin qui est autour, comme tu dis, que ce soit les ligues régionales. Mais pour revenir sur les mots du président de l'Association canadienne de soccer, l'ASC, juste pour mettre un autre acronyme dans notre discussion, je pense que Nick Bontis a dit
Après, il avait dit qu'il travaillait beaucoup vers une équipe de la NWSL, mais je pense que dans son discours, puis dans les disponibilités médiatiques qu'il y a eu à Toronto, où ce qui était présent, je pense qu'il a commencé à parler d'une Ligue canadienne. Donc peut-être que le message commence à changer au sein même de Soccer Canada. Puis évidemment, l'impact de la CPL après, dans sa troisième année peut changer aussi les idées de Soccer Canada à travers ça. J'espère bien. Après ça, il y a aussi le côté, on ne va pas se le cacher, le côté financier. Oui. Là, actuellement, on recommence à avoir des fans dans les stades en CPL. Donc, est-ce que ça va être la même chose côté féminin aussi? Tu sais, je sais qu'il y en a qui proposaient pour sauver des coûts, par exemple, de faire une équipe affiliée pour chaque club de CPL, puis qui peut-être même faire des déplacements en même temps, puis Ouais. tu sais, à partager les installations. Et, tu sais, il y a plein d'idées. Alors que ça, est-ce que les 8 clubs vont être d'accord pour investir dans une équipe féminine alors que l'équipe masculine ne rapporte pas pour le moment? C'est je veux dire, on peut pas vraiment imposer ça. Puis encore là, les académies, même discussion. Tu sais, on a vu, par Ouais. exemple, les académies des clubs de MLS ont produit des joueurs, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur les 3 clubs canadiens et la présence de la MLS au Canada. On pourrait même dire qu'à la limite, c'est comme un effet collatéral parce que c'était pas vraiment l'objectif. C'était l'objectif de l'Association canadienne de permettre aux clubs canadiens de jouer à MLS, mais c'était pas l'objectif des clubs actuellement, puisque l'objectif avant tout, c'est de gagner. Puis on le voit avec certains clubs que je n'aimerais pas, pour gagner, ça peut se faire avec 11 Américains aussi, hein. Oui. Euh, Définitivement, c'est les joueurs domestiques en MLS. Donc, ouais. Donc, puis je peux pas leur reprocher, mais c'est juste que c'est un peu incohérent si l'Association canadienne, elle, son objectif, c'est que les joueurs canadiens soient formés, ben ils sont formés, mais ils jouent pas de toute façon. ouais. Fait que, Non, tu as tout à fait raison. Ça va être un travail de longue haleine, mais comme je le disais dans l'article, on est rendu là. On est rendu là. Je pense que présentement, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière les rideaux pour attirer les investisseurs. Ces gens-là ont des médailles autour du cou. Ils en ont gagné en 2012, en 2018, en 2012, en 2016, excuse-moi, puis cette année. Puis je suis certain que ces personnes-là ont une notoriété, puis vont travailler très fort pour aller chercher les bonnes personnes pour créer ça, puis créer le bon système. Je pense juste qu'il faut prendre une direction, l'adopter, puis bouger vers l'avant. Puis je pense que ça presse. Il faut le faire plus tôt que tard. effectivement, ben, donc on va souhaiter que dans les prochains mois slash années, on va avoir plus de nouvelles de ce côté-là. Sinon, retournons un peu dans ton petit coin de pays, c'est-à-dire à notre chère capitale nationale à Ottawa pour nos confrères en Europe, nos auditeurs en Europe, euh, qui savent peut-être pas que la capitale du Canada, c'est pas Toronto ou Montréal. Euh, donc, à notre chère capitale nationale, l'année passée, il y a eu un mouvement Ottawa to CPL. Il y a eu des groupes de supporters, même du Fury, si je ne me trompe pas, que c'était rallié au mouvement, parce que Oui, oui, c'est bien le cas. Là, il y a eu l'Atlético Madrid qui est venu, qui a pris, qui a installé une franchise à Ottawa. Entre-temps, on a commencé à voir un peu la collaboration avec le président, M. Lopez, Fernando Lopez, si je ne me trompe pas. oui. Fernando Lopez est le PDG du club. Ouais. Oui, Avec également le staff technique avec Mista. Mais on a eu des joueurs qui ont été recrutés via la filière de l'Atlético Madrid, notamment des prêts cette année. oui. Là, c'est le club va plus ou moins bien cette année d'un point de vue résultat, là, pour ne pas dire autre chose. Mais d'un point de vue organisation, on semble voir quand même, il y a le club a eu la chance de bénéficier de stages de pré-saison en Espagne en 2020 et en 2021. En 2020, ça avait été interrompu à cause de la pandémie. Oui. Là, malgré les résultats, c'est sûr, tu sais, le club est actuellement dernier, mais il y a quand même des matchs à rattraper là, par rapport aux adversaires. C'est pas impossible. Et aussi, l'année passée, malheureusement, les fans n'ont pas pu voir leur équipe parce que tous les matchs étaient joués
à Charlottetown, l'île du Prince-Édouard, durant les Island Games. Toi, en tant que fan irréductible du soccer à Ottawa, comment t'as vécu ça de ne pas voir ton équipe la première année? Ça a été difficile, c'est certain. On l'a vécu à distance, on l'a vécu. Ça a été des montagnes russes l'an dernier. La perte du Fury, l'arrivée de l'Atlético environ 5 mois après, 4 mois après. Après ça, la pandémie qui commence. Je suis allé à la soirée d'ouverture du Fury, je pense que c'était 3 ou 4 semaines peut-être avant que la pandémie se déclare. Là, les espoirs de saison qui diminuaient. Donc, on a regardé la saison de la maison. Il y a eu un peu de regroupement de fans ici, là, des watch parties, comme on dit en bon français, des groupes de supporters dans les pubs à l'extérieur. Donc, il y a quand même eu un ralliement. C'est certain que d'avoir une équipe, de savoir que c'est notre équipe, mais que c'est une nouvelle équipe aussi. Le lien d'attachement était très, très difficile à faire. On parlait quand même d'une nouvelle organisation. Donc, le lien d'attachement était très difficile à faire avec l'équipe. Mais on l'a juste suivi, puis il y a eu les 7 matchs aux Island Games puis l'Atlético a pas mal fait pour une équipe qui avait été développée à la dernière minute. Je pense que jusqu'à la semaine avant, on a recruté plusieurs joueurs. Je pense 6 joueurs qui sont arrivés dans la semaine avant le début des Island Games. Milovan Kapor, j'essaie de me rappeler les noms là, rapidement de l'an dernier. Il y avait On avait Acuna, il y avait Acuna, il y avait le gardien Nacho Acuna Zabal. est arrivé avant, Nacho Zabal aussi, mais dans les derniers moments, on a signé des joueurs une Ah semaine oui, avant la ah oui, pandémie. Kuruma. Il y a eu Euh, Kuruma aussi. Kapor, Kuruma, Ben McHenry sont arrivés à la dernière minute. Donc, l'équipe a joué, l'équipe s'est créée, mais je pense que les gens d'Ottawa étaient vraiment. Qu'est-ce qu'on regardait, c'était cette saison, qu'est-ce qu'elle allait se produire avec le club. Oui, c'est ça. Puis, ben, on en est là présentement. D'ailleurs, il y a eu entre-temps plusieurs initiatives faites par le club, notamment le programme Powered by Oui, Atletico avec des partenariats avec les clubs locaux. On voit à travers cette initiative qu'on ne peut pas manquer le prochain Jonathan David. oui. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de liaisons avec les clubs. Je pense que c'est tout à fait normal qu'un club qui arrive essaie de s'établir. D'ailleurs, le club était très affilié à un club local, le plus gros club local juvénile OSU, Ottawa South United, qui joue en PLSQ. Donc, dès l'année dernière, c'est là que le club a fait son camp d'entraînement à Ottawa, sur le site d'OSU. Je pense qu'en PLSQ, l'année passée, les deux équipes de PLSQ portent déjà le logo Powered by Atletico sur leur uniforme. Donc, le projet a commencé là, puis là, il s'est étendu un peu plus de clubs de jeunes là, ici dans la région. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'Atlético Madrid, qui est propriétaire aussi d'un autre club affilié au Mexique, Oui. veut se débarrasser de ce club-là. Que tu penses que ça peut être inquiétant pour l'Atlético Ottawa ou c'est des Euh, réalités je, différentes? je pense pas. Je pense que les choses vont et viennent dans le monde le monde des affaires du soccer. Atletico avait déjà fait une alliance avec Atletico Kolkata en Inde. Le club a disparu pour des raisons parce que le Kolkata ne voulait pas nécessairement développer d'académie. Euh, le club au Mexique, je pense que c'est des raisons autres. On verra. On avait parlé de ça, je pense, au mois de mars l'an dernier, où ce que ça avait sorti. Puis Atlético San Luis existe encore. Donc, c'est pas quelque chose qui est encore arrivé. Euh, une des raisons pourquoi je ne suis pas inquiet, en tout cas encore, c'est toute l'organisation qu'Atlético de Madrid a mis derrière Atlético Ottawa. Fernando Lopez est non seulement quelqu'un qui a joué, c'est un joueur qui a joué, je pense, en Division 3 en Espagne, pas pour Atlético, mais c'est quelqu'un qui fait partie de l'organisation business d'Atlético de Madrid depuis plusieurs années. Il était le gestionnaire des internationales. Donc, notre PDG est le gestionnaire international. Maintenant,
Je pense que qu'est-ce que ça va dépendre, c'est les résultats sur le terrain qui vont mener aux résultats dans les estrades. Parce qu'on ne se le cachera pas, à Ottawa, la scène sportive est difficile. Puis ça prend des résultats pour attirer les gens. Effectivement, c'est le cas de le dire. Mais comment dire, il y a eu, justement, parlant de résultats dans les estrades, il y a eu le premier match à domicile à Ottawa le week-end dernier, le 14 août. Et il y a eu une thématique intéressante qui était Pay what you want, Oui, c'est-à-dire payer ce que vous pouvez ou vous voulez pour inciter les gens à peut-être à pas être cheap, comme on dit en bon français, et de venir, s'ils ont, selon leurs moyens, au match. J'avais prévu de venir, malheureusement, je n'ai pas pu. J'aurais aimé venir faire un tour à notre belle capitale. Je sais qu'il y a eu, justement, je voulais parler d'un sujet autour du match. Mista, l'entraîneur de l'Atlético Ottawa, devait être suspendu. Et il y a eu comme une exemption, c'est-à-dire, comme tu as dit, sa suspension a été suspendue, elle a été reportée, en fait, pour que le club puisse profiter de son match d'ouverture avec son entraîneur. Je dois t'avouer que j'ai un certain malaise avec ça parce que ça crée un précédent. On s'entend que, je veux dire, je comprends tout à fait l'esprit derrière ça. Puis pour la Ligue et pour le club, c'est important, mais en même temps, j'ai un certain malaise parce que c'est comme si on fait preuve d'un certain laxisme qu'on ne devrait pas. Je veux dire, il est suspendu, puis au pire, l'assistant, il fera sa job comme du monde. oui. Puis, il reviendra un autre jour faire son salut au stade. Là, toi, je sais que tu es peut-être biaisé, là, mais t'en penses quoi? Non, mais j'ai peut-être une opinion un peu plus mitigée que la tienne. Euh, Honnêtement, oui, c'est peut-être un précédent, mais on parle de l'entraîneur. On ne parle pas d'un joueur. Viti Martinez était aussi suspendu. Lui, il n'a pas réussi à jouer, il n'a pas été exempté. Là, j'aurais eu peut-être un problème. Vraiment, là, on avait aussi permis aux joueurs de jouer. Mais là, on parle de l'entraîneur. C'est le premier match d'une équipe qui en a joué 15 avant sans pouvoir jouer dans son stade. Oui, c'est un précédent, mais combien d'équipes vont arriver de créer un précédent, c'est quelque chose qui peut se reproduire. Puis les chances de voir un autre entraîneur qui ne pourra pas jouer dans son stade pendant 15 matchs et qui va être suspendu pour le premier match de retour de son équipe, je pense que les chances sont assez minimes. Fait que c'était pas la pire des choses. J'étais content de voir Mista en arrière du banc. Tout en sachant qu'il va être suspendu demain lors de ma première présence au stade parce que je n'ai pas pu y aller samedi, malheureusement. Je l'ai regardé moi aussi sur mon téléphone, pas en conduisant. Je l'ai regardé sur mon téléphone en écoutant les paroles jusqu'à temps que je puisse être dans la zone de la radio d'Ottawa. Ah, bon Dieu, mais c'est dommage. Mais regarde, tu vas te Ah. reprendre. Il y a encore pas mal de matchs cette année. Ma plus vieille fille a pris mes billets de saison, est allée avec son copain, puis ils ont adoré l'expérience du premier match de l'Atlético avec quand même 12 000 personnes dans les estrades, ce qui est quand même très bien pour la ville. Oui, d'ailleurs, c'est quoi je sais que c'était la capacité maximale de 15 000 pour le match, mais c'est quoi la capacité totale du stade actuellement? La capacité totale du stade est environ 25 000, mais à cause des restrictions de la pandémie, les stades en Ontario sont permis. Au début, je pense que c'était 50 ils ont augmenté ça à 75 mais c'est jusqu'à une concurrence de 15 000. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'Atlético a fixé un chiffre qui était 12 000, qui s'était fixé comme. Il vendait 12 000 billets, ou il donnait 12 000 billets là, avec Pay What You Want. Puis ils ont réussi à combler là, tous les billets jusqu'à la dernière minute. C'est quand même un bon succès, considérant que le Fury, si je me rappelle bien, son match d'ouverture en NASL avait eu à peu près le même chiffre, soit selon le match d'ouverture ou une des finales qu'il y avait eu ici. Ben, je me rappelle que le Fury avait battu son record, c'était le match de finale contre le Cosmos avec Raoul. Ouais. Donc, je me semble que c'était ce match-là qui avait attiré pas mal de foule. Tu avais été à ce match-là, je pense, tu m'avais dit, non? Non, non, j'avais manqué ce match-là aussi. Ah, Des fois, les enfants prennent priorité sur nos activités personnelles. bien sûr, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même encourageant. Après, Ouais. on verra comment ça va évoluer. Mais il y a une bonne chose que le club a fait, c'est que à partir de là, avec tous les participants,
tous les gens qui sont venus dans le stade ont tous envoyé une communication disant revenez, vous avez maintenant un certain rabais où vous pouvez acheter des billets à 20 $ pour le prochain match. Donc, il essaie de créer un engouement, une base. Puis, une des grosses choses, c'est que c'était aussi le premier événement sportif à Ottawa devant une foule à l'extérieur. Il y avait eu un peu de foule pour l'équipe de basketball, les Black Jacks, à l'intérieur, puis aussi à la place TD. Mais à l'extérieur, c'était le premier événement d'envergure sportif là, à Ottawa depuis le début de la pandémie. Ah, donc c'est vrai que ça a une valeur symbolique. Oui, Je pense que si t'es dans la situation, même si c'était un sport qui m'intéressait pas du tout, spectacle de musique qui m'intéressait pas du tout, je pense que j'aurais oui, été. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont été par curiosité, j'imagine. oui, D'ailleurs, est-ce que tu es au courant un peu de ce que les groupes de supporters ont fait, tu sais, les Bytown Boys, puis oui. depuis l'année passée, comment ils ont maintenu un peu l'intérêt des supporters, que ce soit pendant les Island Games ou pendant le kick-off, jusqu'à l'arrivée tant attendue du club en ville? Oui, il y a eu beaucoup de petites activités l'an dernier, là, comme je disais, des watch parties. Il y a eu un nouveau groupe de supporters qui s'est formé ici, le Capital City Supporters Group. Il y a une belle relation avec Capital City et les Bytown Boys. Donc, il y a un certain engouement qui s'est créé. Les groupes de supporters aussi avaient demandé de retourner au stade à la place TD. La relation avec les supporters a toujours été difficile. Ils ont été bougés d'année en année de lieu dans le stade, juste parce que c'est un stade, c'est un stade de football canadien. Donc, il n'y a pas d'estrade derrière, il n'y a pas d'estrade derrière les buts comme au Stade Saputo ou en Europe. Donc, les supporters étaient sur les côtés. Ils étaient dans la section W, qui est une des sections le plus près d'un banc du côté sud du stade. Ensuite, ils ont été bougés derrière un but sur une estrade qui avait été faite pour les supporters, qui était ôtée, retirée à chaque match. Ensuite, pour la dernière année, ils ont bougé du côté nord du stade, où ce qui était vraiment les seuls du côté nord du stade. Puis la première demande qu'ils ont fait à Jeff Hunt, qui est le partenaire local principal et président, si on veut, du club, c'était de retourner dans la section W, qui est du côté sud. Puis Jeff Hunt a dit bien sûr. Donc, on a vu CCSG et Bytown Boys de retour dans la section W. Puis je pense que tout le monde était heureux de ça. Ici à Ottawa, là, ils font partie de la foule. Ils ne sont pas séparés, ils ne sont pas ségrégés de la foule. C'est plus intéressant de les avoir de ce côté-là. D'ailleurs, par Jeff Hunt, si je me trompe pas maintenant, il est impliqué à 100% avec l'Atlético Ottawa. Il n'est plus avec OSEG, n'est-ce pas? Non, Jeff Hunt était parti de SEG avant de joindre l'Atlético. Puis, je crois que quand l'Atlético de Madrid a acheté, il voulait un partenaire local. C'est absolument nécessaire. Puis, Jeff Hunt à Ottawa, c'est un créateur de franchises sportives euh, qui n'arrête pas. Il avait acheté l'équipe de hockey junior, les 67. Ensuite, il était derrière la création du Rouge et Noir d'Ottawa au football canadien. Donc, il avait besoin d'un partenaire local. Puis, Jeff amène ça. Puis, en regardant l'équipe administrative qui commence à se former, que ce soit au niveau de la billetterie, des commanditaires, du marketing, de plus en plus, on voit des anciens, soit d'OSEG ou des anciens locaux qui se joignent à l'équipe de l'Atlético. Mais la relation est bonne avec OSEG, c'est fantastique. On regarde le stade, les logos du Fury ont été ôtés. On a ajouté le logo de l'Atlético, les logos aussi des sports, des autres sports qu'on a ici, au basketball, puis au rugby league qui va arriver cette année et l'année prochaine. Donc, c'est beau de voir toute cette entente-là, où OSEG se retire un peu de la gestion des équipes pour vraiment s'occuper de la gestion du stade. Ben, tant mieux parce qu'actuellement, c'est sûr que c'est important d'avoir un partenaire local, même si je sais que Jeff Hunt fait pas partie. Pardon, Jeff Hunt est originaire de Terrebonne.
Oui. Sa région natale a peut-être besoin d'un club éventuellement aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais je sais que là-bas aussi, ils ont des gens qui s'impliquent dans le sport. Fait qu'on les laissera en temps et lieu présenter leurs projets. Parlant de présence locale, là actuellement, si je ne me trompe pas, le seul joueur qui vient de la région c'est Antoine Copeland, n'est-ce pas? Oui, Antoine est le seul joueur de la région. Il vient de Chelsea, Québec. de l'autre côté de la rivière. Mais c'est la même région. Là, pour les, les gens de la région, même si disant deux provinces, on parle quand même d'une seule et unique région locale. Il y a aussi Chris Manella qui jouait pour le Fury avant. Ben, Joe Euh, Becky aussi a joué pour le Fury. oui, Drew Becky. Donc l'ajout de joueurs, pas locaux, mais qui ont joué ici, que les fans connaissent, que les fans aiment, c'est toujours un plus. Puis c'est certain que je pense qu'on va éventuellement peut-être en voir venir dans la région. On espérait là, que ce soit Jamar Dixon ou autres qui ont joué ici, qui pourraient éventuellement revenir. Ouais, ben Jared Dixon, lui, a fait un retour dans une autre ville où il avait joué Exactement, exactement. à Pacifique. D'ailleurs, par contre, il y avait des joueurs qui venaient de la région que j'aurais aimé ça voir signer en 2020. Il y avait Elliott Simmons qui a grandi à Ottawa. Il y Oui. a Maxime Tissot, ça, c'était vraiment. C'est, Ouais. Je pense que c'était un regret de beaucoup de fans ici de ne pas le voir signer. D'un côté sportif, l'équipe s'est créée tellement vite. Les joueurs du Fury avaient signé ailleurs. Euh, est-ce qu'on est approché, est-ce que Maxime est approché par l'Atlético? Il semblerait. Mais il ne faisait peut-être pas partie des plans. Il regardait Il y d'autres avait eu joueurs. Vécheneville à son poste. Fait que je pense que. Oui, mais d'un autre côté, avec qui on s'en serait mieux tiré, on pourrait débattre encore longtemps, mais ça fait quand même du bien de voir quelques joueurs qui sont soit originaires de la région ou qui ont joué pour le Fury. C'est plaisant. Ouais, il y avait Langlois aussi, je sais qu'il avait voulu jouer avec l'Atlético. Là. Il avait Ouais. même, en tout cas, pendant les Highland Games, signifié sa déception de pas avoir joué dans l'équipe. Là. Non, Ça il avait s'était fait. présenté à la cérémonie de création du club. Zola était venu à la création de cérémonie du club, si je me rappelle bien. Là, je sais qu'il Il était. voulait jouer à Atlético. Ouais, ouais, ben c'est normal. Si je venais d'Ottawa, je pense que moi aussi, j'aimerais bien jouer à Atlético, surtout quand, avec l'affiliation espagnole, ça a un petit côté exotique. Mais j'espère en tout cas que dans l'avenir, parce que Fury avait une académie, si l'Atlético décide de ne pas avoir d'académie, mais plus de faire des partenariats avec des clubs locaux, ce qui peut-être dans la réalité locale est plus intéressant. Ben, j'espère qu'à court moyen terme, on verra des joueurs locaux joindre l'équipe parce que c'était un peu ça l'objectif avec Canadian Premier League. Puis je pense qu'aussi du côté des fans, ça peut être important. Oui, mais je pense que honnêtement, le fait d'une équipe d'expansion qui était créée à la dernière, pas la dernière minute, mais très proche du début d'une saison, il fallait créer une équipe rapidement. Cette année, encore l'incertitude était là avant la saison. On commence quand, on joue quand. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va voir se régler dans des, d'une situation qui était un peu incertaine des deux dernières années. C'est une situation qui va se régler là, dans les 3, 4 prochaines années, puisque les gens vont évoluer, l'équipe va évoluer, puis on va voir de plus en plus de gens locaux. Puis il y a des joueurs qui vont devenir des gens locaux. Beaucoup, des gens comme Milovan Kapor, Ben McHenry, qui ont joué en Europe, que ce soit en Suède ou bien en Ouzbékistan, dans le cas de Milovan Kapor. Ces gens-là reviennent au Canada, puis deviennent effectivement les joueurs vont être appréciés de la foule à Ottawa. Ouais, c'est tant mieux si des joueurs vont être adoptés par le public local, c'est toujours des belles histoires. D'ailleurs, actuellement, par rapport à la 15e Premier League, je le parlais aussi des nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. Du côté de nos amis de Winnipeg qui ont accueilli le tournoi Kick-Off, ben tournoi, c'était plus une reprise de saison, disons, Kick-Off au début. Euh, il y a eu l'arrivée pardon, il y a eu aujourd'hui deux annonces, en fait. L'arrivée, le retour plutôt. Il y a Jonathan Sirois qui a été annoncé. C'est comme pas clair actuellement, c'est quoi les conditions exactement. Est-ce que c'est court, c'est un rappel temporaire ou pas?
Mais n'empêche que là, officiellement, il est pas à Winnipeg. Donc, parce que peut-être pour mettre en contexte, le CF Montréal a annoncé aujourd'hui que le gardien Clément Diop a résilié son contrat avec le club pour des raisons personnelles. Donc, le CF Montréal a rappelé Jonathan Sirois parce que James Pantemis, qui avait lui aussi été prêté vers l'eux l'année passée, Oui. est en protocole COVID. Donc, il y a juste un gardien qui est avec le CF Montréal pour le moment. Donc, il faut appeler Jonathan Sirois. Là, le problème, c'est que là, Valor se retrouve avec un gardien, puisqu'il y a Max Silva, puis il y a également Ryan Yesley qui avait été repêché au draft. Mais là, aujourd'hui même, il est en train de jouer contre aujourd'hui, nous sommes le 17 août 2021. Il est en train de jouer avec l'AS Blainville contre les HFX Wanderers. Oui. Match qui est en train de jouer en ce moment même. Donc, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? Est-ce que tu penses que Jean-Antoine Sirois va revenir rapidement, le temps que Pantémis revienne avec le CF Montréal, ou peut-être que Ryan Yesley va retourner avec Valeur? Je ne sais plus quoi penser, honnêtement. Moi non plus. Puis je vais donner ma première opinion vu que Atletico joue contre Valor en championnat canadien samedi. J'aimerais mieux que Jonathan Sirois reste à Montréal pour quelques jours, au moins jusqu'à dimanche, parce qu'évidemment, sa performance en Canadian Premier League est superbe cette année. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il reste à Montréal. Euh, Ça va dépendre. Je lisais récemment que je pense que James Pantemis sort de protocole COVID en milieu de semaine. Donc, on verra. Ça ne m'étonnerait pas de revoir Jonathan Sirois retourner. Je ne pense pas que le but du CF Montréal est de le garder comme troisième gardien. C'est vraiment de lui donner du temps de jeu avec Valor. Puis il a prouvé qu'il était un atout important là. Bien sûr, c'est très bien démarqué, là. On peut facilement dire que c'est le meilleur gardien de la Oui, Ligue en ce moment. En tout cas, au niveau des statistiques, c'est le cas. oui, Donc, de son point de vue à lui, c'est un peu dommage parce que, au moins que Breza ait un carton rouge ou se blesse juste avant le match, il a très peu de chances de jouer. Puis, ben, c'est un peu ça le triste rôle d'un deuxième gardien et d'un troisième. Mais en même temps, c'est son club. Donc, et puis s'il y avait une oui. clause de rappel, ben, Fowler doit honorer cette clause de rappel. Puis c'est d'ailleurs pour ça, probablement, qu'ils ont gardé Ryan Yessi dans les parages. Mais là, Ryan Yesli, est-ce qu'il devait avoir un contrat de développement, donc il a le droit de jouer un certain nombre de matchs. Peut-être qu'ils peuvent l'appeler, peut-être que la Ligue permettrait qu'il vienne être sur le banc avec Valeur. Juste qu'à un moment donné, Jonathan Sirois et Ryan Yesli vont voyager beaucoup au cours des prochaines semaines. Moi, je te dis, tant qu'il n'y a rien qui se passe avant dimanche, je vais être assez satisfait. Mettre tous les avantages de côté en championnat canadien pour notre premier match en championnat canadien pour Atlético Ottawa. Donc, ça va être quelque chose de spécial aussi. Là. C'est un match en championnat canadien un samedi soir. On va s'entendre que c'est assez rare qu'on joue en fin de semaine en championnat canadien. Donc, ça va être assez intéressant là, d'aller là. Puis, moi, je vais y être, là, c'est certain. Donc, ça va être superbe de voir un club détenu par un grand club espagnol jouer en championnat canadien. Ça, ben, justement, je commence à me demander si je devrais peut-être m'arranger pour y aller aussi, là. Euh, mais ça va être quelque chose, effectivement, puisque tu sais, les matchs du championnat canadien, c'est toujours spécial, puis ça va être le premier match de l'Atlético Ottawa, en championnat canadien Oui. aussi. Donc, comme tu as dit, je sais que toi, tu as un œil sur la situation des gardiens du Valeur. Mais ouais, ça se peut que le timing permette à Jonathan Sirois de revenir ou à Ryan Yesley, puisque Ryan Yesley Oui. est à Halifax aujourd'hui, mais il peut très bien Ouais, prendre un puis vol. Ottawa-Montréal, ça se fait très bien un matin de match, même jusqu'à un matin de match. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir, si ce n'est pas Yesley, définitivement Jonathan Sirois revenir en prêt à Valor pour le match de samedi, dépendamment de la situation à Montréal. Ouais, donc je m'inquiète pas du tout. Ben, je m'inquiète pas. Au début, je m'inquiétais, mais là, je commence à faire mes calculs, puis il y a peut-être moyen que Valor se retrouve avec deux gardiens au match. Parce qu'honnêtement, l'histoire des deuxièmes, des troisièmes gardiens à Canadian Premier League, c'est un peu problématique, là. C'est pour ça qu'ils ont Oui, permis les developmental contracts pour pas avoir ce genre de situation. Parce que moi, j'ai trouvé ça un peu difficile la première saison quand comment il s'appelle, John Michael Williams avait été suspendu ou blessé, puis
nos amis d'Halifax ont dit jouer avec un gardien sur la feuille de match. Ouais. C'est quand tu joues avec un gardien sur la feuille de match, chaque fois que le gardien est à terre, tu te demandes si c'est la fois de trop. Là. Ça me fait toujours rappeler cette situation-là, me revient toujours quand Janine Becky avait été dans les buts contre l'Équateur. Je me rappelle bien, soit à la Coupe du Monde ou aux Olympiques, parce que Stéphanie Labbé est expulsée. Les clips sont sur YouTube, c'est absolument fantastique de voir la question des chandails. Donc, la question d'un seul gardien est toujours problématique. Mais encore, on verra parce que le CF Montréal joue en même temps que l'Atlético Ottawa puis Valor. Donc, il va y avoir un conflit à quelque part là, pour les deux. Mais si Pantemis est de retour, puis avec la situation pourrait être réglée. Ouais, parce que ça se peut que Sirois va juste être demain sur la feuille de match du CF Montréal, demain le 10, et revenir à Ottawa, en fait, Oui. quelques jours après. C'est pas impossible. Donc, je pense que dans les prochains jours, on va avoir plus d'informations à ce niveau-là. D'ailleurs, on parlait du championnat canadien. Ben, cette année, il y a quand même, on risque peut-être d'avoir des matchs locaux. Le gagnant de Blainville contre Wanderers jouerait contre le CF Montréal, si je ne me Oui. trompe pas. Oui. Il y a eu le match albertain qui s'est soldé par une victoire de Cavalry. Donc là, aujourd'hui, non, dans quelques jours, samedi, il y aura deux matchs. Il y aura le Oui. match Atlético Ottawa contre Valor et York United contre son voisin du Masters Football Academy. Oui. On va pas s'ennuyer. Puis le 26, ben, il y aura Pacific contre les Whitecaps de Vancouver dans un match très attendu également. Je crois que ça va être si un match très attendu, c'est vraiment celui de Pacific contre Vancouver. Le Pacific qui domine, qui a une excellente équipe cette année, qui performe très bien en CPL. Donc, des voir jouer contre. Je pense que les matchs sont très attendus là, depuis la victoire de Cavalry contre Vancouver encore. Donc, je pense que ça va être un match très attendu là, pour les voir. Puis, le bracket que Pacific a les met dans une belle position parce qu'ils n'affronteront pas. C'est le premier club d'MLS qui affronte, puis ils affronteront pas un club d'MLS en seconde ronde. Donc, ça pourrait être, ça va être Cavalry. Donc, ça va être intéressant à suivre du côté de l'Ouest canadien. Ben oui, on va pas s'ennuyer, mais encore une fois, tu sais, la dernière fois, Cavalry avait affronté les Whitecaps. Cavalry était au top et les Whitecaps étaient au plus bas. Oui. C'est un petit peu ça actuellement pour le Pacifique et les Whitecaps aussi, là. Exactement. On se retrouve dans un autre scénario de rêve, mais du côté des coupes, je pense que c'est toujours ça qu'on attend. Hein. C'est la victoire Underdog, comme on du dit, là, underdog, du petit club du petit contre pousset. du petit pousset contre le grand club. Je pense que c'est la beauté des coupes nationales. C'est toujours ça qu'on espère. D'ailleurs, là, j'essayais de regarder quel était le score. Là. J'avais vu que Blainville avait compté. Ouais, Mais ben je crois c'est 2-1. Halifax a pris Actuellement, le dessus. Ouais. exactement, c'est ça, c'est 2-1 pour le moment. Et on est bientôt à la fin du match. Euh, et parlant de coupe, ben, il y a Forge en CONCACAF League qui a dû jouer son match à domicile dans un autre domicile, dans un autre pays, Dans un autre malheureusement. pays. Ouais. Malheureusement, parce que je pense qu'on sait tous, là, c'est à cause de la pandémie, les joueurs du FAS n'étaient vraiment pas vaccinés et ils n'ont pas pu obtenir d'exemption. J'espère que dans les prochains tours, ça va être différent. Que Forge s'en est quand même bien sorti avec une victoire 3-1, euh, c'était un but de Board sur une passe de Babouli, but de Babouli sur une passe de Board, j'ai le but de David Chouanière. C'était trois beaux buts, honnêtement. On voit Oui. bien qu'il y a une belle chimie, puis ça a débloqué là. Est-ce que ça a débloqué là à cause de l'adversaire ou ça a débloqué là parce que ça a débloqué là à cause de l'enjeu? Je sais pas, mais peut-être que j'ai l'impression qu'il y aura peut-être en Canadian Premier League, il y aura peut-être un avant et un après pour Forge. Peut-être que je me C'est trompe, là. c'est totalement possible. On va voir le résultat du match d'aujourd'hui. Ouais, le match retour Le, dans le le- même le match stade. retour dans le même stade, en espérant que cette fois-ci, l'électricité tienne le coup jusqu'à la 90e minute. Évidemment, la CONCACAF, on ne peut jamais être surpris d'histoires
d'histoire de manque d'électricité. Mais je pense que oui, je pense que le Forge semble avoir repris le dessus, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour voir comment que ça va durer. Exactement, on va leur souhaiter bonne chance pour ce match-là, puis espérer que l'équipe va être en mesure de se rendre loin dans cette compétition, là. Mais On on parle de ces clubs-là, puis Halifax, on parle de ces clubs-là, puis ça me tente tellement d'y voir. Le seul visiteur qu'on a eu de la CPL à Ottawa, c'était Halifax. Et on a eu qu'Halifax jusqu'à date, parce que le match d'ouverture était à Halifax. Donc, ça va faire du bien de voir York demain, de voir Valor en championnat canadien tout de même samedi, mais de voir les clubs, les autres clubs, là, ça va changer un peu le mal de place d'Halifax parce que ça n'a jamais été l'amour entre les partisans d'Halifax et d'Ottawa depuis le match en championnat canadien contre le Fury. Ouais, j'imagine, c'est vrai, je sais que ça a été particulier ce match-là, là. Oui, Donc, dans les tribunes notamment, c'est ce que oui. j'ai cru comprendre. Mais dans le terrain, c'était un match pas mal avec pas mal d'action, là. Ben regarde, j'espère que tu auras l'occasion de le voir chaque équipe au moins une fois au stade, là. Oui. Ce sera déjà un bon début. De toute façon, avec tes billets de saison, ça risque fortement d'arriver statistiquement. Et peut-être un match contre un club de MLS par la suite si votre club passe le premier tour. Euh, Ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. Garde, sinon, on va souhaiter aussi que le reste de la saison de la Canadian Premier League se passe bien, qu'on puisse respecter le calendrier, qu'on puisse terminer le championnat Oui, canadien. oui. Puis, Je pense qu'on on souhaite tout ça à la Ligue, à Canada Soccer aussi pour le championnat canadien, de finalement avoir une saison qui se termine, parce qu'on a quand même une saison de 28 matchs, on a une saison complète cette année, plus les séries par la suite là, entre les quatre premiers. Donc, ça va, je pense que la Ligue le mérite là, de finalement avoir une saison complète. Les joueurs le méritent, les équipes le méritent. Je pense qu'on veut tout ça. effectivement. Ben, Mathieu, je vais te remercier pour ta présence aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Je sais que tu es pas mal occupé ces derniers temps, puis tu as quand même pris le temps de te libérer pour nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu peux venir quand tu veux. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Ottawa ou dans toute autre ville au Canada, quoique Ottawa, pour moi, c'est pas très loin. Puis j'ai l'intention d'y aller. J'ai été au TD Place une fois, mais pas pour voir un match. J'ai été pour des feux d'artifice dans une des journées fériées au Canada, que je n'aimerais pas parce que recevoir des tomates par chez nous. Mais j'ai été une fois au TD Place. C'était comme je dis, pour un événement il y avait des feux d'artifice pour une fête canadienne. Et, et malheureusement, j'ai jamais pu aller voir un match, j'ai pas eu l'occasion. Donc, j'espère que cette année, ça devrait être dans la mesure du possible. C'est vraiment dans mon intention. Puis ça me fera un stade de plus pour avoir été voir un match au Canada. Oui, puis tu vas être le bienvenu à Ottawa. On se voit quand tu veux, quand tu viens à Ottawa, puis c'est juste 2 heures de route. Ça se fait très bien à partir de Montréal. Effectivement, donc merci beaucoup Mathieu. Et pour nos Merci à toi. auditeurs, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te rejoindre sur Twitter? Je sais que tu as un site web aussi dans lequel tu écris. Tu peux nous donner un peu les plateformes, les comptes que là où les gens peuvent te rejoindre, soit sur Twitter, Facebook, Instagram, le site web. Oui, je suis surtout sur Twitter, honnêtement. Vous pouvez me rejoindre at madb underscore madb. Donc, madb tiré vers le bas, madb. C'est mon nom 2 fois, séparé par un tiret. Puis, j'écris aussi pour 613 Sports Blog, des articles bilingues. Je n'ai pas produit beaucoup cette année pour plein de mauvaises raisons. Ma fille jouant dans les Ligues du Québec et de l'Ontario me fait voyager beaucoup, mais c'est quelque chose que je vais reprendre là, dans les prochains mois, là, plutôt après l'été prochain, là, probablement. Ouais, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Mathieu. Ce fut un plaisir de t'accueillir et je fais une petite dédicace à mes confrères Hedy Raphaël et Alex Hupert qui ont pas eu la chance
te recevoir aujourd'hui. Ça ne sera que partie remise. Bien sûr. Et à très bientôt. Et pour nos éditeurs, ben, merci d'être présents et à la semaine prochaine. Merci, Daniel.